Bonsoir à tous, nous sommes sur Eux à la télévision, c'est votre émission Le Monde en 52 minutes cet après-midi. La Centrafrique, c'est le pays qui ouvre le bal. Tendons-nous vers une probable reprise de l'aide budgétaire française. Pour en parler, je reçois Hamzat Abdoulaye, expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait un moment. Oulia, bonsoir. Bonsoir Tatiana. Vous m'avez posé de lapin plusieurs fois, vous êtes là cet après-midi. Oh, ma foi, je ne me souviens pas de ça, mais si vous le dites, ma foi... En tout cas, bonsoir, il est bien rôti, hein, le lapin. Oh là là. Alors, une fumée blanche a aperçu du côté de Paris concernant l'aide financière française à la République centrafricaine. Oui, Tatiana, alors ça a pu surprendre un certain nombre de personnes de voir le rapprochement entre la République centrafricaine et puis la France, et plus particulièrement entre le président Touadéra et le président Macron, parce que il faut se souvenir que la brouille avait été sévère et elle semblait assez irréversible. On avait eu une suspension de l'aide budgétaire de la France, mais également les soldats français qui avaient été obligés de quitter la Centrafrique, parce que la France refusait notamment... en tout cas le soft power russe, et puis plus que le soft power, l'entrée en jeu dans la sécurité de la Centrafrique, des mercenaires du groupe Wagner, aujourd'hui ouais. Africa Corps, mais d'alors Wagner, qui était un chiffon rouge pour les Occidentaux de façon générale. Et puis, alors, il faut quand même dire que, entre-temps, c'est vrai que la Centrafrique a eu besoin de faire venir, ces mercenaires russes, a eu besoin, d'entrer en tractation avec la Russie pour notamment avoir des armes pour faire face à la rébellion armée, qui mettait en danger, qui émiettait le territoire et surtout la souveraineté de l'État centrafricain. Elle avait besoin également, d'expertise militaire, de renseignements militaires, et à un moment donné, elle l'a trouvé auprès des Russes, parce que le Conseil de sécurité de l'ONU faisait blocage à un moment donné à la livraison d'armes. Donc, elle s'est tournée vers la Russie, les résultats ont été là, malheureusement à un certain coût, puisque certes, on a reconquis 90% du territoire national, mais de l'aveu même du président Touadéra, il y a eu de graves violations des droits humains à l'endroit des populations. On ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs, hein. Oui, mais à ce point, c'est vrai que il faut pas non plus tout peindre en noir, c'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit les armées françaises au Sahel ont également ont eu des bavures, mais là quand même c'est quelque chose qui a été verbalisé, et il s'en est plaint quand même le président Touadéra, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc il y a eu ça, et puis de l'autre côté, à un moment donné, le président Touadéra a commencé à avoir certaines difficultés, et les appels du pied incessants de la part de l'Occident ont fait qu'il s'est rapproché avant la France des États-Unis également. D'accord. Alors, dites-nous un peu, est-ce que cette annonce qui vient quand même du ministère français de l'économie et des finances peut être considérée comme un ouf de soulagement pour le pays du président Archange? Un ouf de soulagement, je dirais oui, mais dans un autre contexte, je pourrais dire non, parce que... oui et non à la fois. Une seule aide, ça ne suffit pas pour compenser... Mais mieux vaut un que zéro quand même, hein? Bien sûr, c'est toujours quelque chose à côté de rien. Je dis cela parce que le président Faustin Touadéra, à l'époque de la rupture avec la France, n'avait peut-être pas anticipé sur l'avenir. Parce que je le dis clairement, rompre diplomatiquement avec un État, c'est très bien si vous avez une perspective pour le futur, ce qui visiblement n'était pas le cas. Ce que je veux aussi préciser, c'est que la rupture d'une coopération militaire ne devrait pas être la rupture définitive des relations diplomatiques. Dans ce sens, aujourd'hui, il ne fait pas forcément un appel ou un retour à la coopération militaire, mais beaucoup plus un appel vers la coopération économique et financière. Alors, une coopération peut en cacher bien d'autres, ce qu'on peut comprendre, mais aujourd'hui, la priorité de la République centrafricaine est liée à l'économie qui est complètement en chute libre, est liée également au réinvestissement, je vais dire, des entreprises au sein de cet État pour faire en sorte que voilà, la dynamique. Nous avons vu la crise de carburant qui a perduré pendant pratiquement 3 semaines. Exactement, il y a une crise énergétique aussi qui ne dit pas son nom aujourd'hui, et c'est pas que, ça concerne pas que la République centrafricaine. Donc c'est pour dire que la priorité de l'État aujourd'hui, c'est de trouver les voies et moyens
pour réinjecter un vent ou un souffle nouveau, je vais dire, au sein de l'économie centrafricaine et permettre aux populations de pouvoir en bénéficier. Une rupture, voilà, avec l'Occident, avec la France, c'était sur papier, ça a peut-être abouti à une nouvelle voie diplomatique, une nouvelle voie de coopération avec la Russie ou, si vous voulez, avec l'ex-Wagner, pour baliser le terrain militaire et sécuritaire. Même si 90%, c'est jamais 100%. Ouais. Mais il y a du mieux dans ce sens. Mais il faudrait également faire beaucoup d'efforts pour les autres secteurs, le secteur de l'agriculture. On sait que la République centrafricaine dispose d'un vaste terrain qui peut bénéficier à un véritable développement agricole qui pourrait aboutir à l'autonomie alimentaire. Et de l'autre côté, je parlais de l'autonomisation économique, de l'indépendance réelle économique qui ne peut pas venir du jour au lendemain. Il faut baser cette autonomie sur ce type de coopération et espérer que la bonne gestion derrière puisse amener à un aboutissement certain. Alors, nous savons tous que cette suspension était due au fait que la France accusait quand même la Centrafrique d'être en complicité dans une campagne anti-française téléguidée par la Russie. Alors, la question, c'est de savoir aujourd'hui, ce comportement de la République centrafricaine, est-ce qu'il interpelle les uns les autres? Oui, alors... c'est vraiment le règne du en même temps. En même temps parce que la Centrafrique va accueillir la première base militaire russe sur le continent africain. En même temps parce qu'ils ont également signé un contrat sécuritaire avec une société militaire privée américaine, Bancroft, donc qui va s'installer sur le sol centrafricain. Donc vous allez avoir une cohabitation entre des forces russes et des forces américaines, même si c'est non officiel. C'est une façon pour les États de se déployer de façon non officielle, on le sait, les mercenaires. Donc vous allez avoir ce en même temps. Et puis il faut dire également que certes, la France n'est plus présente en Centrafrique. Mais il y a cette base française qui est quand même du côté du Tchad aussi. Hein, donc. Oui, de façon militaire, mais la France compte sur l'intervention rwandaise, en Centrafrique également, sur le Rwanda, sur les militaires rwandais, pour assurer un certain nombre d'intérêts sécuritaires et pour, en tout cas, c'est aussi quelque part la sous-traitance de certains intérêts et d'une certaine démarche à l'égard du Rwanda. Donc, pour dire que Paris n'a pas totalement lâché en ce qui concerne une certaine présence militaire, puisqu'elle l'a délégué quelque part au Rwanda. Donc c'est vraiment l'ère du en même temps. L'ère du en même temps de la part des acteurs continentaux, on l'a déjà vu, et puis on en a beaucoup parlé concernant le Togo. Mais ce qui est plus surprenant et ce qui est intéressant, je trouve, à noter ici, c'est le en même temps de Paris. Parce que jusqu'à présent, les États africains sont plutôt ouverts à multiplier les partenariats, à être autant amis avec la Chine qu'avec les États-Unis, qu'avec l'Iran, qu'avec, disons, la France ou les États-Unis ou l'Arabie Saoudite, mais ce sont les partenaires occidentaux qui mettent le holà et qui agitent un drapeau rouge, un chiffon rouge, dès lors qu'on parle de certains autres partenaires. Ce qui est ici intéressant, c'est que malgré la présence de la Russie et malgré l'amitié qui est en train de se renforcer avec la Russie à travers cette base militaire, même si par ailleurs on prend certaines distances concernant, on l'a dit, certaines exactions, etc. On voudrait limiter quand même l'empreinte des mercenaires, quoique là aussi les choses sont en train de changer parce qu'il y a une reprise par le département, en tout cas de la défense russe, donc les choses sont en train de changer dans la façon de faire de l'ex-Wagner. Donc vous avez finalement, ça ne fait plus peur à la France d'être là en même temps que la Russie. Donc, c'est un changement, peut-être un pivot qu'on est en train d'observer. Et si elle est capable de le faire désormais en Centrafrique, elle pourrait également le faire au Tchad. Elle pourrait peut-être le faire au Sahel. Et c'est quelque chose d'encourageant à noter parce que ça pourrait dépolariser quelque part cette géopolitique. Il faut se rappeler que je pense que c'était lors de son discours sur l'Europe,
le président Emmanuel Macron avait parlé de en même temps, de ce multi-alignement justement, de la fin de la logique des blocs, de la fin de la logique de cet alignement monolithique sur une partie du monde contre une autre, qui faisait des tranchées, des parties tranchées et qui encourageait justement les conflits. Il avait prôné cette souplesse, on parle à tout le monde. Donc finalement, c'est peut-être ça qui est en train d'être mis en œuvre ici par le Quai d'Orsay, et c'est encourageant à l'égard de d'autres espaces, notamment, je viens de le dire, le Sahel, et ça pourrait équilibrer quand même les rapports de force et pacifier les relations et les crises diplomatiques qu'on a pu observer jusque-là. Alors, pour sortir de ce sujet centrafricain, est-ce à dire que sans l'aide de la France, le pays de Augustin Archange Touadéra était quasiment à la débâcle financière, et puis d'une façon ou d'une autre, on constate que lorsque on essaie de désobéir au maître, on finit par payer d'une façon ou d'une autre. Non, je ne dis pas que l'aide de la France va apporter ce changement radical du jour au lendemain, non. Mais c'est un plus quand même dans la balance, dans une balance économique complètement à la rue en Centrafrique. Cette aide, en réalité, va contribuer à ce que le président puisse tout de même... Oui, mais d'une façon ou d'une autre, grâce à cette aide financière, on peut dire que la France reste quand même maître à jouer du côté de la Centrafrique. Non, je ne dirais pas... Oui, mais parce que la Russie n'a pas apporté. La Russie a apporté sur un secteur précis. J'avais évoqué le secteur militaire, sécuritaire, de la défense. Ils avaient besoin du frais. Noté sur les Qui apporte le frais? Néanmoins, il n'y a pas que la coopération militaire qui existe, comme je le disais. Il y a bien d'autres secteurs, l'agriculture, le secteur social, et j'en passe. Donc, pour faire vivre ce secteur, il faut de l'argent. Et l'argent, parfois on peut aller sur le secteur de l'emprunt, parfois on peut aller sur le secteur de l'aide. Et c'est le choix qu'a fait aujourd'hui Faustin Touadéra. C'est son choix. On peut retenir que c'est son choix. Et ce choix est surtout soutenu par une volonté de l'État français de peut-être faire un reset du passé et d'aller sur une nouvelle base. Ce qu'on peut comprendre, c'est de la réelle politique. Et en la matière, il n'y a pas à savoir si, sans les Français, les Centrafricains allaient couler, parce que les Centrafricains ont fait le choix de la réelle politique, et ça leur profite pour l'instant. Est-ce que c'est en même temps, comme disait Wouldat, le temps nous le dira. Alors, vous avez la parole, vous la gardez là. Nous allons du côté de la Russie, guerre russe-ukrainienne. Kremlin annonce une augmentation des impôts pour financer la guerre. Même du côté du Kremlin, on a compris que la guerre, ça coûte cher. Oui, en temps de guerre, il faut parfois prendre des mesures fortes, et ce genre de mesures s'appliquent à tous les pays qui sont très souvent en conflit. Ça, c'est déjà démontré par le passé. Je ne suis pas surpris par cette mesure, dans la mesure où ça va permettre à l'économie russe de soutenir au mieux, en tout cas, cette guerre, et de permettre également au gouvernement russe de prendre des mesures adéquates pour limiter la casse, surtout au niveau économique. Ce qu'on peut comprendre, ce que je peux pas comprendre en revanche, c'est le timing. Quand le timing intervient à un moment où on se dit la Russie est peut-être dans une certaine impasse, mais le timing pour moi pêche par rapport à la réalité du terrain. Pourquoi attendre 2024 pour appliquer cette mesure qui va s'appliquer en 2025, je pense, sur les fortunes? Alors, ces fortunes dont on parle concernent 3 à 4% des Russes, ce qui ne sont pas grands. Mais je trouve que c'est tout de même ciblé, parce que les entreprises, les sociétés concernées par cette mesure, par cette disposition, pour ma part, sont majoritairement des entreprises étrangères. Est-ce que ce n'est pas ciblé? Est-ce que ce n'est pas une façon d'affaiblir toujours les étrangers, les Européens, surtout les Occidentaux dans cette histoire? Moi, je trouve que c'est ce timing qui accusera certainement Vladimir Poutine. La population, par contre, ne sera pas tant que ça affectée par cette nouvelle disposition, dans la mesure où déjà l'imposition fiscale était de l'ordre de 13%,
Et ça ne va pas pour autant les affecter aujourd'hui, mais cette disposition concerne exclusivement les plus riches, les plus fortunés et les grandes entreprises. Alors, justement, finalement, on se rend compte que au début de cette guerre, Vladimir Poutine croyait que ça allait être une guerre éclair, une guerre rapide. Est-ce qu'aujourd'hui, lui-même se rend compte que cette guerre commence par lui peser? Oui, de toute évidence, l'effort de guerre pèse sur le budget des finances publiques russes. Ce qui est intéressant, Hamza parlait de timing, je note que c'est assez concomitant au sommet de l'OTAN de Washington. C'est comme si c'est pour dire, certes, vous faites un nouveau bloc en tant que bloc occidental, eh bien, contre la Russie principalement, mais également contre la Chine, et on y reviendra plus tard, puisque l'Alliance veut élargir comme ça son spectre, hein, n'est-ce pas, hors de l'Europe de l'Est. Donc, c'est une façon de répondre quelque part du tic au tac, de dire, ben, très bien, vous, eh bien, vous réengagez auprès de l'Ukraine, eh bien, moi aussi, je bande les muscles et je vous montre que moi aussi, eh bien, les moyens financiers, je les ai et je les mobilise également. Donc c'est une façon de répondre quelque part à ce qui s'est fait à Washington. Et puis il faut noter également que sous réserve, hein, ce qui s'est fait à Washington, sous réserve de toute façon des résultats de l'élection présidentielle de novembre, on va voir si la politique massive d'aide budgétaire à l'Ukraine est toujours viable, si Joe Biden n'est pas reconduit. On ne sait pas ce que Trump va faire, mais il semble assez peu probable bien qu'il continue d'aider aussi massivement Kiev. Mais il faut également dire que tout ça par ailleurs éloigne la solution politique, parce que d'un côté on bande à nouveau les muscles de façon militaire, de l'autre également on gonfle le budget militaire. Le tout c'est que sur le terrain, certes les Russes ont une faible avancée, mais si les F-16 arrivent, si les avions F-16 arrivent, si l'aide promise depuis quelques mois arrive effectivement, ça pourrait éventuellement, encore une fois, figer les forces sur le terrain. Donc ça éloigne la solution politique qui est la principale. Hein. Donc ça c'est une chose de dite, mais il faut noter que le fait d'avoir ciblé les grandes entreprises et d'avoir ciblé les grandes fortunes, c'est une façon aussi pour Vladimir Poutine de maintenir la population du côté de sa guerre. Justement, où sont passés les oligarques? Parce que lorsqu'on écoute Hamzat, et vous avez également mentionné ça, c'est une chose est sûre, c'est les entreprises étrangères qui payeront la note. Mais où sont passés les oligarques russes? Ils sont toujours là. Ils soutiennent Ils soutiennent, oui, mais ça suffit plus ou quoi? Ils sont toujours là, mais certainement que le régime ne les a jamais utilisés pour faire non plus sa propagande. Il y a un certain nombre de médias pour ça, il y a un certain nombre de entre guillemets, de tontons flingueurs pour ça, dont Dmitri Medvedev, qui fait ça très bien. Mais il n'a jamais, bizarrement, le régime n'a jamais confié cette tâche-là aux oligarques. Eux, ils sont là juste pour donner une partie de la fortune dont on les laisse jouir, hein, parce qu'à un moment donné, à la chute de l'Union soviétique, on a distribué les cartes et on a comme ça ouvert le gâteau et distribué les grandes entreprises publiques à tel et à tel. Mais la contrepartie, c'est que vous donnez une partie à l'État russe et donc voilà. Donc il y avait une espèce de marché qui est passé. Et je pense que ça continue, mais et ça continue d'ailleurs. Ceux qui avaient tenté de l'ouvrir un peu trop ont été rappelés rapidement, n'est-ce pas, à l'ordre et puis géographiquement également à Moscou. Donc je pense que ça, c'est intéressant à observer. Il veut garder réellement la population du côté de la guerre en faveur de l'intervention militaire, dans un contexte aussi d'inflation en Russie qui est à 8%, mais l'inflation en Russie, c'est pas juste une inflation russe, dans le contexte d'une inflation européenne et d'une inflation globale également. Donc je pense que c'est ce qui se joue ici. Alors, en fait, aujourd'hui, est-ce que la solution, c'est d'augmenter les impôts, mais est-ce que le temps n'est-il pas venu maintenant de négocier? Alors, est-ce que cette question sera adressée à la partie russe? Parce que vous savez, dans une guerre, il faut au moins deux parties. Et la deuxième partie concerne particulièrement l'Ukraine. Je pense que si on pose cette question, je vais y arriver, aux deux parties, la Russie ne va pas tout de suite se prononcer parce que elle est plus avancée sur le terrain, militaire en tout cas, que l'Ukraine aujourd'hui, qui est obligée parfois de jouer à la défensive et d'attendre de l'aide venant des États-Unis ou de l'Union européenne avant de progresser ou
de reprendre le peu de terrain qui pourrait être possible. Mais je pense que la fin de cette guerre va dépendre d'autres enjeux externes. La réponse politique, pour moi, c'est bien la réponse politique. On attend tous une réponse politique, évidemment. Mais la réponse politique pourrait être, pour moi, la dernière chose à faire pour amorcer la paix. Dans la mesure où les grands enjeux pourraient être joués aux États-Unis et ensuite en Europe. Aux États-Unis, par rapport à ces élections qui arrivent, ça sera crucial dans la suite de cette guerre, dans la mesure où les États-Unis sont les premiers financiers des Ukrainiens et si Donald Trump arrive à se faire élire comme chef de l'État une deuxième fois, je pense que ça va changer complètement la donne, dans la mesure où son objectif premier est de mettre fin à la guerre, et pour mettre fin à la guerre, il suffit de fermer le robinet financier. Ça va contribuer énormément à mettre fin à cette guerre. Ensuite, si les Ukrainiens belligérants sur le terrain n'ont pas de moyens financiers, évidemment, ils seront ouverts désormais au pourparler, mais en partant du principe qu'ils vont perdre énormément sur les enjeux du terrain, et bien entendu, c'est dommage vis-à-vis de ce qui a été fait durant tout ce temps. Ça pourrait être dommageable pour ces populations et ça pourrait être également une position de perdu pour l'Union européenne et pour l'Europe dans son ensemble, parce que c'est une façon de dire que la Russie a désormais une légitimité, Poutine a désormais une légitimité, et ça, c'est pas les démocraties européennes qui pourraient en être les plus contents. Alors, dans cette guerre, moi, je vous pose la question de savoir à Ouda, est-ce que dans cette guerre aujourd'hui, Vladimir Poutine est toujours le véritable maître à jouer? Et si il était devenu l'otage des populations à qui, au début de cette guerre, il avait vendu du rêve? Non, je ne pense pas que Vladimir Poutine soit otage des populations aujourd'hui. C'est peut-être même l'inverse en réalité. Il n'a pas été contraint c'était pas une demande par le bas, par le peuple, d'envahir l'Ukraine et de sécuriser comme ça une zone tampon loin des frontières otaniennes. C'est son analyse. Sa rationalité géopolitique qui emprunte de notions d'humiliation, parce que il regrette toujours la chute de l'URSS, il regrette toujours qu'il n'y ait pas de puissance ou bien d'alliance militaire qui soit en capacité d'opposer une réelle résistance aux tentatives d'hégémonie américaine, et c'est pour rectifier quelque part le tir politiquement et géopolitiquement qu'il a entrepris d'envahir l'Ukraine. Donc c'est vraiment sa lecture des choses. Et puis il faut se souvenir qu'en février 2022, lorsque l'intervention a commencé, il n'avait pas le soutien total quand même de son cabinet. On se souvient que les images que le Kremlin a laissé fuiter ne laissaient pas lire quand même une adhésion totale des militaires qui l'entouraient à l'intervention. Ils étaient un peu soumis à la décision de Vladimir Poutine. Il arrive via les canaux médiatiques, via tous les médias de sa propagande. Que cette guerre allait arriver jusqu'en 2024. Oui, il a réussi à créer une certaine adhésion populaire, mais en général, c'est une adhésion peut-être des personnes les moins éduquées, des personnes les moins... Mais il y a quand même des fuites massives, vous avez la Turquie voisine qui accueille beaucoup de Russes qui ne veulent absolument pas s'engager, mais non seulement ne veulent pas s'engager dans cette guerre, mais qui en plus quittent la Russie en forme de désapprobation. Donc, vous avez également les espaces voisins qui accueillent des Russes. Donc, il n'y a pas de la part de la population russe une demande comme ça de s'engager contre l'Ukraine. C'est davantage vraiment le maître du Kremlin qui ici a encore les cartes en main. Pour combien de temps on le verra. Et ça tient aussi à la nature autocratique du régime qui lui permet pour l'instant de continuer à imposer quelque part sa vision du monde, à imposer sa vision également du bien contre le mal, et aussi du bien-être de la Russie, de sa place dans le monde. Donc pour l'instant il conserve encore les cartes, mais pour combien de temps? L'histoire a montré une certaine volatilité, une certaine incertitude. Donc les régimes forts sont aussi forts qu'ils sont faibles parfois. Donc on verra bien ce qui peut se passer. Là, nous allons du côté des États-Unis. Tentative d'assassinat de Donald Trump lors d'un meeting, en plein meeting
en Pennsylvanie, Donald Trump échappe à un assassinat. Oui, on peut le constater à travers les images qu'on a eu à voir. C'est les États-Unis, hein, c'est la réalité aux États-Unis. C'est le Far West. Non, pas le Far West. Mais après, Donald Trump, c'est une personnalité politique clivante qui est surmédiatisée, mais en même temps, il attise beaucoup de critiques. Hein. Il joue très bien le jeu médiatique, le jeu de la communication, en sachant vraiment tirer sur le fil rouge pour choquer ceux qui sont en face de lui. Alors, moi, je me dis, il faut l'analyser sur plusieurs plans. Ah oui, c'est son mode d'emploi, c'est certain. Mais il faut analyser cette tentative d'assassinat sur plusieurs plans. Donald Trump est dans sa dernière ligne droite concernant ces élections. C'est vrai qu'il reste un autre débat, mais je pense qu'il avait fait le plus dur durant le précédent, le premier débat, où il a plié en quatre Joe Biden, qui n'arrivait même pas à finir des phrases. Donc, au niveau du débat politique, il était largement au-dessus. Et également au niveau des arguments. Alors, les arguments, c'est pas tant que ça. C'est pas comme s'il avait un programme politique génial à proposer aux Américains qui pouvait leur donner. Oui, on constate que son principal programme porte sur l'immigration. Non, pas que. Son principal programme porte sur anti-Biden. C'est-à-dire sur tout ce que Joe Biden a eu à faire, lui, il est dans une tentative de déconstruction totale, que ce soit sur le plan de la diplomatie, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique et social, il est complètement dans l'autre sens, ce qui est quand même un peu inquiétant. Et pour moi, en tout cas, pour un républicain, la tendance surtout, c'est de maintenir la dragée haute, surtout quand il s'agit d'économie et de baliser. Mais lui, il veut complètement faire un rétropédalage en matière d'économie, ce qui, pour moi, m'interroge. Et l'autre chose, c'est que cette tentative d'assassinat montre que, effectivement, nous avons deux Amériques fracturées. On le disait il y a quelques années, mais c'est d'autant plus clair aujourd'hui que l'Amérique, les États-Unis d'Amérique sont véritablement divisés en deux. On a deux Amériques. Sur quelle base, s'il est élu évidemment, comment il va gouverner ces deux Amériques, il faut le dire, ça va être sur un fond très dur et très difficile d'unir les Américains aujourd'hui. Et enfin, je dirais que cette tentative d'assassinat montre aussi la faillite du service de renseignement américain, dont on a longtemps parlé comme étant le meilleur service de renseignement au monde. Ces services secrets, finalement, c'est quoi leur rôle? Finalement, est-ce que leur rôle n'est pas plus de protéger ceux qui sont de l'État, de l'établissement, et beaucoup moins ceux qui ne sont plus en service, et qui sont peut-être un danger pour le système établi? Parce qu'aujourd'hui, on doit le dire clairement, Donald Trump, il est anti-système. Et est-ce que ce n'est pas finalement ça qui dénonce... Oui, mais même s'il est anti-système, il a quand même fait partie du système. Oui, il a fait partie du système, mais de quelle façon? À sa façon. Donald Trump n'a jamais été rangé dans une case. Il a toujours été Donald Trump, en faisant les choses à sa façon, à sa tête, sans respecter les protocoles d'ailleurs. Donc ça, c'est clair. Est-ce que ce n'est pas une façon pour ces services de renseignement, ces services secrets de ne pas valider le personnage, de ne pas valider l'homme, ce qui semble quand même être une remise en question de ce qu'est la démocratie, la véritable démocratie qu'on nous a toujours longtemps vendue du côté de Long Sam. Alors, je me retourne vers vous, Walda, nous l'avons tous suivi, nous avons entendu. Il est en sécurité, a annoncé un responsable des services secrets. Après cet incident, moi je vous pose la question de savoir. Alors, on se pose la question tous. Qu'est-ce qui se passe au pays de l'oncle Sam? Non, mais Hamzat a commencé à l'élaborer, à savoir la question de la polarisation de la vie politique, parce que, et c'est le fait même de Donald Trump, il y avait un certain électorat en réalité qui avait cessé de voter, et et ça c'est une bonne chose, hein, c'est-à-dire il les a vus, ils se sont sentis considérés à nouveau. Le problème c'est la nature de leurs idées politiques, c'est pas qu'ils existent et qu'ils aient des idées politiques, c'est la nature de ces idées-là. Donc c'est bien de les reconnaître, c'est bien de les voir, ces gens qui ont commencé à voter pour le parti républicain, et c'est ce qui a passé un peu sous les radars des sondages lorsqu'il est arrivé en 2016, parce que c'est des gens qui ne votaient pas. Donc le fait qu'ils aient commencé à voter, on l'avait pas anticipé, et c'est pour ça que les sondages s'étaient trompés. Et donc,
outre le poids des grands électeurs, parce que numériquement, Hillary Clinton l'avait emporté. Mais justement, ce sont ces gens-là à qui Trump a donné du crédit, malheureusement, pas du crédit seulement en tant qu'électeur, en tant que citoyen américain, mais du crédit vis-à-vis de leurs idées, et des idées sombres, des idées sans ancrage réellement dans la réalité, complotistes. Donc, vous avez ces gens-là qui se sont sentis validés quelque part dans leurs idées, et dont Donald Trump a repris des thèses, et qui comme ça enveniment la vie politique américaine. Donc, vous avez quelqu'un également qui a joué ses intérêts quelque part lui, il voulait pas faire face à la justice, il voulait se protéger aussi côté affaires d'un certain nombre d'inquisitions de la part, encore une fois, de la justice. Donc, il a joué ça, il a joué ces gens-là quelque part contre la démocratie américaine, et cette hyperpolarisation de la vie politique, ce brassage de la haine dont il est l'acteur principal en réalité, c'est retourné contre lui quelque part. Mais il faut dire également que ça c'est à inscrire dans une large histoire, dans une large violence politique de la vie politique américaine. Il faut se souvenir que les États-Unis ont assassiné 4 de leurs présidents quand même, dont Lincoln, on sait pour JFK, mais il y a eu Lincoln quand même avant, il y en a eu 2 autres également. On sait également que Reagan a survécu de 6 balles qui avaient été tirées contre lui. On sait que George Bush, il y avait une grenade qui avait été lancée contre lui, qui n'a pas explosé. Il y a eu encore Ford qui a subi des attaques également. Donc, plusieurs présidents américains, c'est la violence politique. Tout le monde croit que c'est l'heure comme ça qui est comme ça. Écoutez, les Ivoiriens diraient ça, effectivement. Non, mais c'est vraiment congénital quelque part à leur nation, à leur histoire politique. Donc après, ça veut pas dire que le lobby, le NRA, qui finance largement le Parti républicain et puis plus particulièrement Trump, ça veut pas dire qu'il va se distancier du lobby des armes, même si on l'a vu, c'est l'arme la plus utilisée lors des tueries de masse qui a été utilisée contre lui. Donc voilà, c'est pas du tout de nature à remettre en cause le statu quo. Je voulais terminer par là également, c'est que ça lui permet lui aussi ça donne de l'huile de l'eau à son moulin dans cette histoire de victime, de se présenter comme une victime, et puis ça lui permet de filer encore mieux la métaphore du Messie, quoi, parce que il a été sauvé par Dieu, n'est-ce pas, parce que on a parlé de la faillite des Secret Service, et donc ça veut dire que c'est Dieu qui l'a sauvé. Donc si c'est Dieu qui l'a sauvé, ça veut dire que la main de Dieu est sur lui, ça veut dire que c'est l'élu du divin, et qu'il est là pour sauver l'Amérique. Donc c'est quelque chose qui commence à prendre, et je suis sûre que ça va être utilisé les jours à fond la caisse. Voilà. Alors pour sortir de ce sujet américain, comment expliquer la tournure que cette campagne électorale américaine a prise depuis le samedi, et ensuite pourquoi la terreur s'invite-t-elle? C'est vrai qu'elle a commencé par nous énumérer un peu quelques raisons. Pourquoi la terreur s'invite-t-elle dans ces élections, quand on sait que généralement, lors des élections américaines, c'est une fête, Une fête. Moi, je ne dirais pas autant, parce que les élections américaines, c'est souvent une très longue compétition qui s'étend sur plusieurs mois. C'est très prenant en termes d'énergie. Même quand vous êtes favori, c'est pas donné, quoi. Il faut vraiment s'investir. On l'a vu Obama, véritablement le maillot. Lors de sa réélection, il a véritablement mouillé le maillot. Il a quasiment oublié la veste du président qu'il était pendant le premier mandat, et il s'est investi sur le terrain. Donc, on peut comprendre que les enjeux sont énormes. Par contre, quand on parle du danger, je reste limité, parce que c'est vrai que l'histoire politique américaine montre que oui, il y a eu des présidents en fonction qui ont été assassinés. Je ne m'en réjouis pas pour autant, mais ça dénote quelque part que les États-Unis, c'est très violent, surtout quand vous incarnez un président qui porte des idées très contradictoires et très contredites également. Abraham Lincoln, c'était durant une période très sensible des États-Unis, et pareil pour Kennedy, c'était durant la période de la guerre froide dans les années 60. Ah oui, mais c'était aussi en pleine campagne, Oui, on se rappelle. Oui, mais c'était des périodes spécifiques, et je pense que ça a beaucoup joué. Aujourd'hui, je trouve que Donald Trump, c'est plus sa personne qui attise véritablement la haine. Ce qu'on peut comprendre, mais on doit toujours
rester du bon côté du jugement et du raisonnement, dans la mesure où Trump aujourd'hui n'est qu'un candidat. Techniquement, il n'est pas un chef d'État. C'est vrai aussi, dans cette histoire politique, on peut le souligner, il y a eu des candidats qui ont été visés, qui ont été la cible d'attentats, comme Theodore Roosevelt, je pense, dans les années 70 aussi. Il a fini avec des balles dans son corps. Exactement. Donc, cela prouve que les États-Unis, à ce niveau, c'est très difficile à gérer. Mais ça peut permettre à Donald Trump de bénéficier de l'effet rally on the flag. C'est-à-dire, il a déjà des adhérents. Il a déjà des personnes qui adhèrent à son discours, clivant certes, mais oui, il a des personnes qui adhèrent à ce discours. Mais d'autres pourraient souvenir, c'est-à-dire ça peut créer l'effet lié à cette victimisation durant, l'effet de la victimisation politique en réalité, parce que il peut mobiliser désormais les voix de ceux qui ne votaient pas traditionnellement. Vous savez, dans cette histoire de vote aux États-Unis, il y a des électeurs qui ne votent jamais, ils s'abstiennent. Et je pense que cette scène filmée, qui a déjà été largement diffusée sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce matin encore, hein, va certainement changer la donne. Va certainement mobiliser ces électeurs qui d'habitude ne votent pas. Les indécis. Exactement. Okay. Et je pense que c'est le Parti démocrate qui va perdre des plumes. Déjà, le bilan de Joe Biden était ce qu'il était, mais en plus sa personnalité ne sort plus du lot et ça montre clairement que Donald Trump est parti probablement pour être élu. Rendons-nous à présent du côté de l'Asie-Pacifique. On dépose nos valises du côté de la Chine. Pékin affirme que l'OTAN est un facteur de déstabilisation de l'Asie-Pacifique. Oulda, la Chine a scruté énormément le dernier sommet de l'OTAN. Je vous pose la question de savoir pourquoi est-ce que l'extension de l'OTAN du côté de l'Asie-Pacifique inquiète Pékin et surtout vu du très mauvais œil. La Chine n'est pas en reste, puisqu'elle aussi a des façons de bander les muscles. Et puis là aussi, la Chine qui est loin là-bas dans le Pacifique a entamé des exercices militaires avec la Biélorussie, aux frontières de la Pologne. Et c'est pas la Pologne qui est intéressante ici, évidemment, c'est que la Pologne, c'est la frontière orientale de l'OTAN. Voilà. Donc vous voyez que on se répond là aussi, la réponse de la bergère au berger. Alors, quand le Pékin affirme sans retenue que les 75 ans d'existence de l'Alliance n'ont fait que raviver l'esprit de la guerre froide. Est-ce que vous êtes forcément d'avis avec ces déclarations de Pékin? Non, je pense que ces déclarations méritent quand même d'être étudiées en profondeur parce que depuis la création de cette alliance, techniquement, l'alliance est restée bloquée dans la période de la guerre froide. Notamment quand il s'agit de proposer des solutions face au conflit, notamment quand il s'agit de faire des propositions ou de stratégies pour sortir de certains conflits. Et quand vous voyez le conflit au cœur de l'Europe, vous allez vous rendre compte que c'est parce que l'OTAN a failli à plusieurs niveaux que nous en sommes là aujourd'hui. Donc, quelque part, je peux entendre l'écho de cette affirmation des Chinois qui, pour moi, ne sort pas du hasard en réalité. Pour moi, l'OTAN, la vieille alliance, comme moi je l'appelle, ou comme François Mitterrand également l'appelle, est une alliance qui est basée sur des normes qui aujourd'hui ne sont plus de mise et qu'il va falloir certainement... les normes ne sont plus de mise, mais il y a toujours ces pays qui veulent adhérer. Alors, comment comprendre alors? Moi, je trouve que l'OTAN doit arrêter d'exister, en tout cas sous ce format des années 70, des années 80, parce que nous sommes en 2024, les règles ont changé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas composer, que ce soit sur le plan géopolitique ou sur le plan stratégique, sans la Chine. Sur le plan commercial également, c'est difficile de composer sans la Chine. Aujourd'hui, la Chine est une puissance pas qu'économique, mais également militaire. On dira ce qu'on veuille aujourd'hui. Mais le jeu de la sécurité internationale, le jeu de la paix internationale ne peut plus se faire
en excluant d'autres personnes comme la Russie, comme la Chine ou comme certaines puissances, micro-puissances certes, mais militaires quand même, qui peuvent tout de même apporter quelque chose à la patte de la stratégie militaire qui puisse apporter une paix sur le long terme. C'est là où l'OTAN n'a pas revu son logiciel de pensée et je donne raison à Pékin par rapport à cette affirmation. Il faut dire que l'OTAN, c'est un formidable instrument de maintien de l'hégémonie américaine. Absolument. Ça leur permet aussi de vendre des armes, ça leur permet de tenir sous une certaine coupe les pays européens qui, parce qu'il y a l'OTAN, justement, ne développent pas leur défense intérieure et leur défense collective, justement. C'est pour ça que la défense européenne peut-être que lorsqu'ils ont adhéré à l'OTAN, ils ont dû signer des papiers sans lire aussi. Hein. Peut-être qu'il y avait une petite clause qui était cachée quelque part. Pas du tout. C'est qu'à chaque fois, ils sont tiraillés entre l'Europe et l'OTAN et qu'en général, ils font plus confiance aux Américains que l'Allemagne ne fait confiance à la France et que la France ne fait confiance à l'Allemagne. Donc c'est plus ça la réalité, Tatiana. Et également, il faut dire que l'OTAN se cherche une raison d'être parce que c'est le conflit avec l'Ukraine qui l'a rendue à nouveau pertinente, mais elle était quelque peu désuète. Donc elle cherchait à se redéployer notamment au Sahel. On sait que Assimi Goïta a dit non, il nous l'a dit il y a quelques mois, donc à se déployer au Sahel. Elle n'a pas renoncé d'ailleurs au Sahel puisque il y a également des ambitions pour s'implanter de partenariat toujours au sein de la CEDEAO, donc ça n'est pas terminé l'OTAN au Sahel. Donc elle se cherche une raison d'être. Donc outre l'Afrique, il y a également le Pacifique, et donc on regarde quelque part à l'après-Ukraine. Si l'Europe est pacifiée, il faut que l'OTAN continue, garde une raison d'être, donc il faut que, elle se déploie sur d'autres terrains de conflit, donc le Pacifique et puis le Sahel. Alors justement, il y a un truc moi, principalement, je veux comprendre, c'est vous les experts, et certainement vous allez éclairer ma lanterne cet après-midi. De son côté, la Chine a quand même la Russie, la Corée du Nord et pas mal d'autres pays. Mais alors, pourquoi... c'est pas formel. Oui, c'est pas formel, mais c'est quand même déjà ça. Mais alors, pourquoi... moi, j'ai comme l'impression que la Chine ne se trouve pas heureuse dans ce mariage avec la Corée du Nord et la Russie. Pourquoi toujours lorgner du côté de l'OTAN? De l'autre côté, est-ce que la Chine a peur de se retrouver en minorité dans la zone Asie-Pacifique? Non, la menace, elle est permanente du côté de l'OTAN. L'OTAN, c'est une entité qui rassemble plusieurs États, mais plusieurs États qui portent tous la bannière étoilée américaine, en réalité. C'est ça. Donc, quand la Chine s'insurge contre l'OTAN, c'est par procuration que la Chine s'insurge contre les États-Unis, dans la réalité des choses. Maintenant, quand vous me dites, est-ce que la Chine doit être heureuse de ses alliances? Bon, déjà, la Chine ne fait pas d'alliance, ne fût-ce que militaire ou stratégique, avec un État. L'histoire millénaire de la Chine a toujours montré que la Chine, dans ce secteur, en tout cas, reste seule. Elle établit peut-être des accords de coopération, mais jamais d'alliance. Donc ça s'explique également. La Chine est toute seule, surtout quand il s'agit des intérêts de défense, des intérêts stratégiques. La Chine est très prudente. Vladimir Poutine, pendant longtemps, a cherché à établir une alliance pérenne avec la Chine, sans jamais y parvenir. Oui, la Chine donne... Est-ce qu'il ne faille pas choisir son camp aujourd'hui? Choisir son camp? Bah oui, aujourd'hui. Oui, vu les événements qui se passent à travers le monde, est-ce que si on décide d'être à gauche, on reste pas à gauche, si on décide d'être à droite, pourquoi vouloir à tout prix manger dans tous les plats? Non, la Chine ne mange pas à tous les râteliers. On doit être clair là-dessus. Et ne pas faire un choix, c'est aussi faire un choix. Je pense que dans la configuration qu'on a aujourd'hui du monde, qui veut toujours nous faire croire qu'il y a deux options, qui veut toujours nous faire croire qu'il y a deux camps, eh bien, c'est dépassé en réalité. Quand on évoque la multipolarité, c'est effectif. C'est qu'il y a une multitude d'options qui, permettent à chacun de pouvoir insérer ses cartes en jeu. Alors, dernier sujet de cet après-midi, l'Iran. Le nouveau président s'est adressé au monde, avant même son investiture, à la tête du pays des ayatollahs. Le nouveau président iranien s'est prononcé à travers une tribune. Oui, alors un réformateur, effectivement, qui a montré sa volonté de... Un réformateur que Hamzat n'a pas vu venir.
Alors, bon, certainement, mais pour sa décharge, ça a surpris beaucoup de personnes, en effet, puisque ça n'a pas été un ticket gagnant, hein, ça n'a pas été en tout cas pour le cercle des ayatollahs, puisqu'ils avaient un poulain parfait en la personne d'Ibrahim Raïssi, qui est décédé, eh bien, on s'en souvient, il y a quelques semaines. Mais ici, nous avons un réformateur qui effectivement, eh bien, essaie de tendre la main à l'Europe surtout, mais qui reste quand même sur une ligne assez tranchée vis-à-vis des États-Unis, assez ferme, puisqu'on sait que la population iranienne, certes, elle souffre, eh bien, de cette espèce de régime totalitaire, hein, qui estime avoir non seulement le droit sur la tenue, évidemment, bien des affaires de l'État, mais le droit, eh bien, de s'ingérer dans la façon dont les femmes s'habillent, dans la façon, donc c'est vraiment du totalitarisme. On a le droit de vous dire comment vous devez penser, de vous dire comment vous devez vous habiller. Donc c'est au-delà de tout. Donc ce régime totalitaire qui certes oppresse le peuple iranien n'est pas le seul, puisque les sanctions américaines, lorsque Donald Trump a décidé de dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien, et ont c'est coûté le cher même également à la Donald Trump qui population. revient, si qui jamais semble on regarde du revenir. côté des États-Unis. Bon, les carottes hein. ne sont pas cuites, mais qui semblent revenir effectivement. Donc, vous avez quand même la population iranienne qui est sensible à cela. Ce sont ces sanctions qui l'étouffent aujourd'hui encore. Donc, garder une ligne tranchée vis-à-vis des États-Unis pour maintenir la pression, hein, vis-à-vis de ces sanctions. Et vous avez aussi la question de Gaza qui a été abordée, et la volonté, et là c'est assez intéressant de la part de ce nouveau président, eh bien, d'entamer des négociations de paix, de favoriser en tout cas la pacification de cette situation, et en tout cas l'établissement d'une paix durable entre le Hamas et puis le Tsahal, le cabinet de guerre bon, il a dissous, mais bon, entre Benyamin Netanyahou. Donc vous avez cela, c'est quand même intéressant. Et pour ce qui est de la stabilité de la région, c'est absolument primordial. La volonté également de pacifier les choses avec l'Arabie Saoudite. C'est vrai que il y a un an déjà, ils se sont réconciliés de façon officielle après la médiation de la Chine, mais avec ce qui s'est passé à Gaza, cette paix avait un peu c'était fragilisé, parce qu'effectivement Téhéran est soupçonné être le principal sponsor du Hamas, mais vous avez la volonté, eh bien, de pacifier les choses dans la bande de Gaza, ce qui est très important, et ce qui là ouvre une porte d'espoir pour le conflit, parce que jusqu'à présent tous les plans de paix achoppent, et à chaque fois, eh bien, ça semble, eh bien, mener à quelque chose. Les concessions, là, une concession du Hamas sur la question de la paix définitive, c'est-à-dire du cessez-le-feu définitif ou temporaire. Ils avaient lâché du lest là-dessus, mais encore une fois, ça a capoté. Donc on voit que c'est vraiment important qu'il y ait une volonté régionale et iranienne ici, et bien d'imposer la paix. Alors justement, Hamza, dites-nous un peu, hein, le fait déjà d'annoncer les couleurs même avant son investiture, avant son installation à la tête du pays, est-ce que ça peut produire un effet d'avantage ou alors l'effet contraire? Alors, moi je ne suis pas optimiste. Hein. C'est vrai que c'est un réformateur, c'est vrai. Oui, tu ne voyais pas à ce poste. Oui, à la limite, il était anonyme, mais aujourd'hui, c'est le nem qui est là. Il est là. Voilà, on peut le constater. Voilà, même si c'est pour 2 jours, il est là. Mais je ne suis pas du tout optimiste parce que quand vous suivez un peu la façon dont tout ça s'est produit, il y a peut-être une main. Moi, alors, ce n'est pas une théorie de complotiste, mais il y a peut-être une main qui a tiré les ficelles. Il y a peut-être... Oui, parce que vous savez, on parle d'une république islamique. Oui, mais on est aussi d'accord que le peuple iranien veut. Alors, je comprends, oui. Je comprends. C'était un vote, c'était une démocratie. Donc, il y a une démocratie en Iran. Je suis content que vous puissiez le dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a derrière une main qui a certainement favorisé que Massoud certainement pas la vôtre, hein. Certainement pas la mienne. Mais je termine mon propos par rapport à ce point en disant cette main justement n'est pas une main qui est pour un changement de la position iranienne sur tous les fronts. Je parle du front yéménite, je parle du front lié à Gaza, je parle du front lié au conflit avec le monde, hein, surtout avec en tête les États-Unis. Certes, la population est essoufflée, on peut le constater. La population est lassée de ces multiples sanctions qui pourrissent en réalité le quotidien des Iraniens et qui agissent directement sur l'économie iranienne.
on peut le comprendre. Mais de l'autre côté, je vois une stratégie d'un nouveau président élu qui a la volonté manifeste de changer les choses, mais qui pour moi ne peut pas gouverner seul. On ne gouverne pas seul en Iran. Vous devriez avoir l'aval de l'ayatollah, vous devriez également avoir l'aval des politiques sur le terrain. Or aujourd'hui, quel est quelle est l'image des politiques aujourd'hui? Qui domine l'échiquier politique en Iran? Ce n'est pas les réformateurs. Donc, vous allez être d'accord avec moi que pour faire approuver une décision, il va falloir aller sur une base de la majorité politique, ce qu'il n'a pas aujourd'hui. Et surtout composé avec les gardiens de la révolution. Et les communications absolument ne vont pas changer les choses. C'est très bien, ça montre qu'il a une volonté, mais il va falloir aller au-delà, convaincre ses gardiens justement, convaincre l'ayatollah, convaincre les barons de la politique iranienne, et il a fort à faire. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi. Nous avons bouclé la boucle par l'Iran où Hamzat estime que le nouveau président élu réformateur a du pain sur la planche et que pour réussir cette mission, il va falloir composer avec toutes les composantes de la société iranienne. J'ai reçu pour vous cet après-midi Oulda Maman. Merci Oulda. Hamzat Abdoulaye, merci. C'est un plaisir. Retrouvons-nous le lundi prochain pour d'autres actualités aussi riches. Au revoir, bye bye, ciao.